Bonsoir à tous. Vous écoutez une nouvelle émission de tout et de rien, l'émission qui vous parle bien évidemment de tout, mais surtout de rien. Et aujourd'hui, on est en studio avec l'ami Raphaël. Comment ça va, Raphaël, aujourd'hui? Écoute, comme les 30 fois auxquelles tu as eu l'occasion de me demander durant cette émission, C'est vrai, je ouais. vais toujours bien. Tu vas toujours bien, c'est incroyable. Tout le monde va toujours bien dans cette émission. Est-ce que c'est le cas aussi de notre invité qui est en duplex depuis l'océan Atlantique? Comment ça va, Nico? Eh beh, ça va super, hein, j'ai l'impression que c'est l'émission, oui, on va toujours bien, c'est un peu l'émission du bonheur. C'est l'émission du bonheur, c'est ça qui est incroyable, c'est ça qui est fantastique, et on espère aussi que vous allez bien chez vous, chers auditeurs, parce que c'est ça qui est le plus important, surtout en cette période du 3e confinement, parce que ça y est, on est le 16 avril 2021. Mais comme d'habitude, vous êtes dans le futur, donc vous connaissez la vérité, et pas nous. Si ça se trouve, même aujourd'hui, on saura si on va pouvoir bientôt retourner travailler, boire des coups. Eh oui, C'est peut-être oui, possible c'est vrai, c'est vrai. que mi-mai, on s'en sorte et qu'au jour où vous écoutiez, eh bien, on est déjà en train de siroter une petite bière en terrasse. Ou d'être confiné pour la 4e fois. Mais qui suis-je pour se connaître la vérité? Bref, du coup, ce que je vous propose, c'est que plutôt que de parler du futur, on allait faire un petit tour dans le passé avec Nicolas. Eh beh, oui, parce que comme vous le savez, depuis un petit moment, moi j'aime bien parler du passé, j'aime bien vous faire un peu voyager par des chroniques. Et si vous suivez aussi les chroniques que j'ai fait, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'en ai fait un certain nombre maintenant, vous savez certainement que je suis, archéomètre de formation. Et comme ça arrive assez souvent quand on m'aborde à ce sujet dans la vie courante, dans la vraie vie, on me demande la plupart du temps ma spécialité. Bon, alors, étant donné que j'ai pas fait de doctorat, c'est assez difficile, je trouve, de répondre légitimement à cette question. Parce qu'il y a des gens qui font des très très longues études et du coup qui peuvent se permettre d'être spécialistes d'un sujet. Moi, je considère que c'est pas vraiment le cas. Mais quand même, lors de mes études, j'ai eu à produire un mémoire et j'ai même eu l'occasion de me faire publier sur un sujet qui est assez précis, qui est l'analyse de pigments de peinture murale péruvienne précolombienne et en particulier de peinture murale Inca et Mochica. Donc je pense que tout le monde se fait une petite idée de la culture et de la civilisation Inca, mais ce n'est pas forcément le cas pour les Mochica, et du coup c'est donc de ce peuple dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que vous savez ce que c'est les Mochica, vous par exemple? Moi, absolument pas. Et toi, Raph, tu sais un peu ce que c'est ou pas? Non plus, c'est un terme que j'ai jamais entendu. Bon alors on va commencer par des petits rappels chronologiques et géographiques. Donc, l'Empire Inca, il se met en place au Pérou vers la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, et il s'étendait à son apogée de l'Équateur à l'Argentine actuelle. Il est contemporain de l'Empire aztèque au Mexique, et il a été conquis dès 1533 par Pizarro et les conquistadors espagnols. La civilisation Mochica, elle est elle beaucoup plus ancienne. On est bien avant les Incas, on est environ de 100 à 800 après Jésus-Christ, jusqu'au Xe siècle pour les périodes les plus tardives. Leur apogée, elle est située autour de 600, et leur aire géographique, elle est plus réduite que celle des Incas, vu qu'elle comprenait seulement une partie de la côte nord du Pérou. Donc si les Incas ils sont contemporains des Aztèques, les Mochica ils sont eux contemporains des Mayas de la période classique en Amérique centrale, donc c'est-à-dire la période à laquelle ils ont construit leurs pyramides en pierre. Ils sont aussi contemporains de la civilisation Nazca au sud du Pérou, donc qui est connue pour leurs dessins géants qui sont tracés dans le désert. Et ils sont aussi contemporains des Wari, qui ont en quelque sorte précédé les Incas. Donc en tant qu'occidental, on est habitué à un découpage historique commun à une bonne partie de notre bonne vieille Europe, mais au Pérou, comme dans le reste de l'Amérique, les périodes et les cultures, elles varient fortement selon la zone géographique. Rien que pour le Pérou, par exemple, on est sur un découpage de 5 périodes temporelles qui vont de 1500 avant notre ère jusqu'à 1500 après Jésus-Christ, et pour 7 zones géographiques différentes. Et on a un découpage particulier pour chacune des cultures. Donc les recherches archéologiques sur la civilisation Mochica, elles remontent au milieu du XXe siècle, mais c'est surtout depuis les années 1990 qu'ont eu lieu les plus grandes avancées dans le domaine. Les principaux sites urbains et cérémoniels, ils sont fouillés depuis cette période, et ils ont permis d'identifier des caractéristiques spécifiques de l'architecture Mochica, notamment marquées par la présence de pyramides à degrés en adobe, donc en briques de terre crue, sur lesquelles s'élevaient des édifices bâtis. Donc on appelle ces pyramides des Huaca, Huaca, et elles peuvent servir aussi bien de temples que de tombes, que de palais, ou d'endroits rituels pour le sacrifice humain. Parce que oui, aujourd'hui on va aussi parler de sacrifice humain. Donc, Et ça, c'est métal, le sacrifice humain. donc elle se compose généralement d'un édifice principal avec un accès par une rampe. Au sommet, on trouve souvent une place et des bâtiments, ainsi que des places plus réduites, des patios et aussi des cours intérieurs.
Donc on a aussi certaines plateformes qui vont être surélevées et reliées entre elles par des couloirs ou des murs. Je vous conseille de chercher dans Google Huaca, Huaca. Vous pouvez taper Huaca del Sol par exemple ou Huaca de la Luna pour avoir une idée de à quoi ça ressemble et vous verrez qu'on est très très loin des pyramides mésoaméricaines Maya par exemple. Ah Je sais pas si oui, vous voulez le effectivement, faire. ça ressemble presque plus à des pyramides égyptiennes. Ça ressemble presque à des montagnes aussi. Et à des montagnes aussi, un peu. Ouais, alors en l'état maintenant, oui, ça ressemble plus à des montagnes, c'est clair. Mais sinon, oui, c'est vraiment, en fait, c'est un édifice. Enfin, ça passe vraiment une forme de pyramide. C'est plus un empilement de couches à chaque fois. La réalité des conditions de fouilles au Pérou, elle a tendance à compliquer le travail des archéologues, qui sont confrontés à un problème majeur, qui est le pillage archéologique. Et ce phénomène au Pérou, en fait, il n'est pas nouveau puisqu'il dure depuis 500 ans avec l'arrivée des Espagnols. À l'époque, c'est l'attrait pour l'or qui s'était même institutionnalisé par la création de compagnies royales qui légitimaient le pillage. Et de nos jours, le pillage, il est motivé par des enjeux économiques, commerciaux, et son ampleur conduit toujours à de terribles pertes archéologiques. Il n'est pas rare de voir des sites fermés qui sont gardés par des policiers armés en attendant les financements nécessaires à des fouilles. Il est d'ailleurs tristement ironique de constater que les meilleurs fouilleurs et prospecteurs locaux sont souvent d'anciens pilleurs qui sont plus habitués au terrain et à repérer les sites archéologiques que les universitaires. Donc, malgré tout, la civilisation Mochica, c'est l'une des civilisations andines pré-Inca les plus connues, notamment grâce à ses vestiges architecturaux et aussi sa céramique qui est étudiée depuis le 19e siècle, qui provient notamment des Huacas, mais aussi des sites cérémoniels ou des cimetières et des nécropoles. Donc l'implantation Mochica, elle se limite aux zones de vallées fertiles où les rivières et les fleuves coulent depuis la cordillère des Andes jusqu'à la côte pacifique, entre les vallées de Piura et de Nepeña. Donc si ça vous dit rien, vous pouvez taper par exemple Piura, P-I-U-R-A sur Google Maps, et Nepeña, N-E-P-E-N-A. Comme ça vous aurez une vague idée de où on se situe. Donc on est sur une bande d'environ 50 km de long, dans une région qui est limitée dans sa largeur par les contreforts montagneux des Andes, qui constituent en quelque sorte une frontière naturelle. Donc bien entendu, les Mochica, ils entretenaient des relations commerciales au-delà de leur terre, en important par exemple du lapis lazuli, du Chili, donc qui est à plusieurs centaines de kilomètres au sud, ou des coquillages qui étaient originaires de l'actuel Équateur à plusieurs centaines de kilomètres au nord. Donc la culture Mochica, elle succède à la civilisation Salinar, qui était déjà bien établie dans la région depuis le 6e siècle avant notre ère, et qui déjà était caractérisée par une architecture monumentale, une pratique de la céramique et l'usage de la métallurgie, en particulier du cuivre et de l'or. Toutes ces techniques, elles vont être reprises et améliorées par les Mochica. Donc il est à noter un fait important, c'est que les Mochica, ils n'ont jamais développé de forme d'écriture, contrairement aux Mayas par exemple de la même période. D'accord, il n'y a pas d'écriture Mochica alors du coup. Pas du tout. Cependant, il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que le degré de complexité de leur société ont amené les archéologues et les anthropologues à considérer qu'ils sont parvenus à constituer la première civilisation andine à s'être établie sous forme d'État de manière indépendante, c'est-à-dire sans être influencée par une autre civilisation qui avait déjà atteint ce niveau d'organisation. C'est un fait assez rare et c'est un des 6 foyers dans le monde où on constate ce phénomène. Ah, par curiosité, c'est quoi les 5 autres? Ah. Je sais pas si tu les as ou pas. Alors, il y en a un qui se situe en Amérique centrale, c'est sûr. Ouais. Tu dois en avoir un éventuellement en Mésopotamie. Après, les 3 autres, je sais pas. Il y en a un sûrement en Asie, j'imagine, et un en Je Afrique. pense, ouais, à mon avis, ça doit être par Avoir là. un par continent. Oui, il doit y Il avoir doit y avoir la ouais. Chine déjà de base. C'est Ouais, vachement intéressant en tout cas. C'est vrai que c'est pas beaucoup. ouais, c'est clair, c'est clair. Toute cette organisation sociétale qui est assez quand même solide, elle va se poursuivre dans les civilisations qui vont succéder aux Mochica, donc chez les Wari et bien sûr plus tard chez les Incas. Au niveau économique, les Mochica, ils n'avaient pas de monnaie ou d'économie de marché. Il est probable qu'ils pratiquaient un système de redistribution des ressources, comme on peut le voir dans d'autres sociétés andines plus récentes de la période du contact, le contact avec les Européens. C'est-à-dire que les élites locales, elles recevaient la nourriture et les produits de leurs sujets et vont ensuite les redistribuer depuis la classe dirigeante aux classes inférieures. Dans tout ça, l'artisanat, il occupe un rôle important, notamment dans les milieux citadins, avec les tisserands, les céramistes et les métallurgistes. Et les artisans, ils occupaient une place privilégiée en travaillant exclusivement pour les élites en place, pour qu'elles puissent prouver leur pouvoir et leur richesse. Du coup, les élites de rang inférieur jouissaient également d'une redistribution d'objets artisanaux manufacturés, afin de maintenir tout ce qui est allégeance politique et la hiérarchie dans l'aristocratie.
Donc il faut garder en tête, comme vous l'avez peut-être vu déjà si vous êtes allé sur Google Maps, qu'on est dans une région assez aride et que malgré l'étendue de la présence mochica, les vallées fertiles, elles sont isolées géographiquement par des aires désertiques. Mais les vestiges archéologiques ont permis de démontrer une connexion entre chaque centre urbain, mais également avec les régions voisines, notamment celles qui se situent dans les hautes terres des montagnes. On a des villages et des hameaux de pêcheurs et d'agriculteurs qui prennent place sur le littoral et à l'intérieur des vallées, tandis qu'on a les centres cérémoniels qui occupent des endroits stratégiques, souvent associés à des villes de grande taille, avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, ce qui est beaucoup. Et aussi, on va avoir des ouvrages militaires qui vont se retrouver dans chaque vallée. Les mochica, ils sont également à l'origine d'un système d'irrigation particulièrement développé qui permettait la culture de vastes étendues de terre, même sous les climats les plus désertiques. L'économie agricole, elle est très riche et variée. Elle est complétée aussi par l'apport de la pêche dans l'océan et les rivières et par l'élevage d'animaux comme les lamas domestiques, mais aussi les cochons d'Inde et les canards, parce que bien sûr, là-bas, on mange des cochons d'Inde, qu'on appelle des couilles d'ailleurs. Petit Des point. couilles. Oui. Ah putain, ça me rappelle je viens de comprendre une publicité pour le Oui. le cancer des testicules du coup. Exactement, tout à fait. Je sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais Ouais. voilà, pardon, je te laisse continuer, pardon. Désolé. Pas de souci. Et donc toute cette alimentation, ça a Non. permis de maintenir une population nombreuse et ils ont été capables d'attribuer un nombre important de travailleurs à tout ce qui est construction et entretien des édifices bâtis. Ces édifices, ils participent au développement d'une organisation sociale complexe. Il y a un processus d'urbanisation élaboré où la place du religieux et du symbolique va prendre une dimension centrale, comme en témoigne l'importance de l'architecture cérémonielle. Donc la civilisation mochica, c'était donc une société hautement stratifiée, avec des hiérarchies politiques et religieuses qui soutenaient une expansion territoriale importante. Chaque vallée restait indépendante politiquement, mais toutes partageaient des idéologies religieuses similaires, des pratiques artistiques communes, un même langage et l'échange d'objets de prestige. Il est possible que la ville de Moche, qui a donné son nom à la civilisation, ait pu être le siège d'un État expansionniste au sud, depuis Huaca del Sol, qui, contrairement à ce que laisse penser son nom, n'est pas un temple dédié au soleil, mais bien un palais et un mausolée où vivait une famille régnante. Et au contraire, au nord, on va avoir des vallées qui restaient indépendantes. La rivalité entre les différentes vallées, elle a pu s'exprimer à travers des batailles réelles ou ritualisées. La guerre était utilisée afin d'étendre son influence dans tous les cas. Les actes de combat rituels entre élites mochica, ils apparaissent dans les céramiques, mais on a aussi d'autres témoignages iconographiques qui suggèrent que les prisonniers faits pendant les campagnes militaires et les batailles devenaient des victimes sacrifiées. La guerre, elle est très importante dans l'idéologie mochica, c'est un peuple qui est quand même assez guerrier, et l'acte sacrificiel, il permettait aux dirigeants d'établir un lien entre leur pouvoir et celui des dieux, et donc ils avaient besoin de beaucoup de prisonniers à sacrifier. Les guerres mochica et les sacrifices, ils pouvaient être soit des faits rituels, soit des faits militaires, mais dans tous les cas, ils prenaient toujours une connotation religieuse. Le sacrifice humain, il est très présent dans la culture symbolique mochica, en étant l'un des rites les plus importants et les plus représentés. Et on le voit par exemple dans l'art et l'artisanat. On a aussi de nombreuses preuves de sacrifices humains qui ont été découvertes de manière archéologique dans les tombes et les enceintes des palais. Les types de sacrifices sont aussi très variés. Ils peuvent être représentés, pratiqués par des humains ou alors par des êtres surnaturels. Par exemple, on peut avoir des guerriers qui sont dévorés par des félins ou des gens qui sont déchiquetés par des vautours. On a d'autres sacrifices représentés sur des vases qui montrent par exemple un dirigeant qui est en train de trancher la gorge d'un prisonnier. Le sang est ensuite récolté par les prêtres, va être bu par le seigneur pour s'attribuer les vertus des suppliciés. D'une manière générale, le sacrifice humain, il est très présent dans les sociétés préhispaniques et on retrouve chez les mochica, comme chez les incas, l'usage de drogues issues des feuilles de coca pour préparer les victimes à leur sort. Donc bien sûr préparer entre guillemets, parce que je pense qu'on n'est jamais prêt à ça. Jamais vraiment prêt pour ce genre de choses, je pense, effectivement. Donc on a aussi d'autres formes de sacrifices qui se retrouvent dans les pratiques funéraires, avec notamment la présence de morts d'accompagnement. Donc il arrivait que des enfants et des femmes soient immolés et exécutés, puis enterrés lorsque le seigneur mourait, les serviteurs aussi. On a un exemple, par exemple, avec le seigneur d'Oukoupé, qui est un seigneur d'une vallée du Nord qui a été retrouvé près du village d'Oukoupé, c'est pour ça qu'il s'appelle le seigneur d'Oukoupé. Et on a retrouvé dans sa tombe, en fait, sa concubine, qui était enceinte de 6 mois, et qui avait été inhumée avec lui. D'accord. Ouais, on part sur des bails un peu sympas. Si on en sait autant sur les pratiques des dirigeants mochica, c'est surtout grâce à l'iconographie qui est présente sur la céramique.
Le rang des individus, il peut être identifié par leur taille par rapport aux autres. Les personnages de haut rang, ils étaient représentés plus grands et habillés différemment. La société Mochica était, comme je l'ai déjà précisé, fortement hiérarchisée. Et on a des classes sociales qui sont rigides et fixes, avec à son sommet un puissant seigneur qui dirigeait et transmettait son pouvoir de manière héréditaire. Ensuite, on va avoir 3 classes distinctes. On a une élite religieuse, politique et militaire, une classe moyenne plutôt urbaine qui est détachée des activités de subsistance, comme des artisans par exemple. Et enfin, on va avoir une classe inférieure qui est liée à l'agriculture et à la collecte de ressources vitales, donc des ouvriers, des pêcheurs, des paysans, un peu tous les autres, quoi. Et à l'image du centre urbain de Moche, en fait, ces classes de population, elles occupent des quartiers différents par rapport au palais de la ville, qui est au centre. Donc en gros, plus on habite loin du palais, et plus on est pauvre. C'est assez logique. Quand même. Ouais, c'est assez logique, ouais. Donc bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est la classe dirigeante qui est à l'origine de la construction des waka, des palais, des temples. Et ses membres, ils étaient inhumés dans des tombes très riches et somptueuses, à l'image du seigneur de Sipan. Donc c'est pareil, c'est un dirigeant qui a été retrouvé près du village de Sipan, qui est l'une des sépultures les plus riches et impressionnantes découvertes à ce jour. Donc on a un dirigeant qui est enterré avec 2 hommes, 2 femmes, un chien, une quantité impressionnante de bijoux, d'ornements, d'objets en or, en argent, en bronze, en terre cuite. Son sarcophage, il est assez impressionnant. En fait, il y a plusieurs piles d'objets, de décoration sous lui, sur lui. La tombe est gigantesque. Enfin, c'est un truc magnifique. Il y a tout un musée qui est consacré au Seigneur de Sipan qui se trouve au Pérou. Donc c'est encore grâce à l'iconographie de la céramique, corroborée par les preuves archéologiques, que l'on connaît les activités du reste de la population. En l'absence de témoignages écrits, les scènes et sujets représentés ont été à la base de nombreuses recherches afin de reconstituer les aspects de la vie sociale, religieuse et les rituels des Mochica. Mais les objets décorés sont également porteurs de l'idéologie qui est liée au pouvoir des élites, et tout ça, ça justifiait un peu leur légitimité. Donc il faut prendre en compte ce biais lorsqu'on a affaire à de l'artisanat Mochica, c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, les représentations vont évoluer dans le temps et vont refléter aussi les changements dans l'organisation politique et les valeurs que souhaitent véhiculer les dirigeants. On a des bouleversements qui ont par exemple eu lieu autour de l'an 600 à cause de crues exceptionnelles qui ont été provoquées par le phénomène El Niño, qui ont englouti plusieurs villes côtières, et tout ça on va le retrouver dans la céramique et aussi l'archéologie. Les Mochica, ils ont également produit des peintures murales polychromes, des gravures, des incrustations sur des os, du bois, de la pierre, avec des turquoises ou des lapis lazuli par exemple. Les potiers Mochica, ils créaient également des sculptures en terre cuite, donc des personnages, des animaux, des figures anthropomorphiques, et même des sujets érotiques. Donc voilà, c'est des sujets, enfin, on voit bien que c'est très érotique, c'est même un peu exagéré parfois. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en ligne également. Alors, Il est en train de se jeter sur son ordinateur en ce moment. L'iconographie générale, elle concerne aussi des activités quotidiennes, comme la chasse ou la pêche, des paysages comme des montagnes, ainsi que des portraits représentant des personnes importantes de la société. Les décors peints, ils peuvent aussi être combinés à la sculpture ou au bas-relief, ce qui permet d'accentuer certains détails, et tout ça, ça participe à une culture artistique très très riche et vraiment caractéristique de cette civilisation. La céramique et les représentations peintes ou sculptées, en fait, constituent une vraie encyclopédie visuelle sur le mode de vie des Mochica. On peut rappeler aussi que les Mochica, c'était des orfèvres extrêmement doués et que leur technique de dorure du cuivre, elle a été utilisée par les Incas, mais aussi par les colons espagnols, et ce jusqu'au XVIIIe siècle. Ils étaient quand même assez doués. Ouais, En fait, j'avoue. c'est un peu comme dans Civilisation, tu sais, tu mets tous tes points dans un truc, mais tu fais pas l'écriture, par exemple. C'est ça. C'est complètement ça. Tu choisis ton arbre de trait. Quoi. C'est clair. Exactement. Donc bien entendu, moi ce que j'ai le plus étudié, ce sont les peintures murales. Et pour les Mochica, elles représentent un aspect qui est très très important. Elles possèdent une valeur symbolique très très forte et elles transcendent le simple aspect décoratif. Pour les élites, elles sont un moyen de plus de servir de vecteur à des idéologies et ainsi d'affirmer leur pouvoir à la vue de tous, comme on le retrouve plus tard par exemple dans la culture inca. C'est pour ça que les peintures murales se retrouvent principalement dans l'architecture, notamment des wakas, et sont associées à des reliefs. On peut avoir des thèmes iconographiques qui sont assez variés, et certains se retrouvent sur différents sites, comme celui assez spécifique à Waka de la Luna, mais on va le retrouver aussi dans d'autres wakas, où la façade principale, elle est ornée du thème de Aya Apaek, qui est caractérisé par des poissons-chats, mais surtout par le Dégolador, c'est-à-dire le dieu égorgeur, qui est représenté avec un couteau sacrificiel et une tête décapitée à la main. C'est génial. C'est quoi son nom? Vas-y, c'est
Tu peux taper le dieu égorgeur, par exemple, en Dieu français. égorgeur. En espagnol, Alors, on va c'est aller voir ça Dégolador. Et sinon, Dégolador. le nom je crois que c'est le nom. Est-ce que je pars en navigation privée Quelque ou chose. Je pense pas que ce soit si trash que ça. Non, c'est pas si trash. Ah, il est stylé. Ouais, il est stylé. J'imagine que vous voyez sa tête avec les petits. Ouais, sa tête, ouais, exactement. Ouais. Il a un petit côté jaguar un peu. Hein. Ces décorations-là, on les trouve sur les parois internes et externes des temples pour avoir un maximum d'impact à chaque fois sur le public. Comme vous voyez, c'est assez visuel, assez représentatif. Donc il faut s'imaginer, Carrément. tu arrives chez le Seigneur ou tu arrives dans ton temple et tu es face à des trucs comme ça. Ça en impose quand même. Oui, c'est clair. Ouais. T'as pas envie de faire le rigolo après avec ça. C'est sûr. Donc on retrouve la pratique artistique de la peinture murale dans un nombre important de sites des 2 sphères d'influence Mochica, donc c'est-à-dire au nord et au sud. Et pour la société Mochica qui n'a, je le rappelle, jamais développé d'écriture, l'art et son expression revêtent une dimension particulière. Les peintures murales, elles se retrouvent sur des édifices qui sont importants dans la société, c'est-à-dire les édifices religieux et les édifices de pouvoir. Mais on a également retrouvé des peintures murales en contexte funéraire, comme sur le site de San José de Moro, qui abrite l'un des plus importants sites funéraires et centres cérémoniels régionaux, et sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler. D'accord, Donc, t'as travaillé dessus alors. tout à fait. Moi, je faisais du travail de laboratoire, donc je ne suis jamais rendu dessus. Mais, Un jour peut-être, hein, quand cette histoire de mais un Covid jour sera peut-être, finie, c'est pourra ça, t'y c'est rendre. clair, j'aimerais bien. Mais du coup, je vous propose qu'on en parle un petit peu, hein, parce que au final, Bah, mine de grave. rien, je le connais sans l'avoir vu. Donc c'est un site qui présente des traces d'occupation qui vont du 5e au 10e siècle de notre ère. Ouais. Donc on a des aires d'habitation dessus, mais aussi 5 wakas. On a la nécropole du site qui présente plusieurs types de tombes, dont des sépultures à chambres funéraires assez complexes, en plusieurs parties, construites en adobe, avec un plafond en poutre. Ces chambres funéraires peuvent posséder aussi des niches dans les murs et des banquettes sur les côtés. Leur taille et leur contenu, il est assez variable en fonction de la période. On a 2 édifices qui présentent des peintures murales, une waka, donc la waka la capilla, et au moins une sépulture. Donc dans le premier cas, ce sont les murs extérieurs et intérieurs du bâtiment qui présentent principalement 2 couleurs, du blanc et du noir. Ouais. Et dans le second cas, on a des niches et des murs de la sépulture qui sont peints en rouge, jaune et violet. Et le tout à chaque fois, c'est en aplat de couleurs. Donc il y avait peut-être des représentations, mais en tout cas, elles n'ont pas survécu à l'épreuve du temps. Donc, la particularité de ce site, c'est la présence de tombes dites de prêtresses, donc c'est-à-dire des sépultures de personnages féminins qui appartenaient à l'élite, donc on ne sait pas vraiment si c'est des prêtresses, et qui ont été découvertes en 1991 par les archéologues Luis Jaime Castillo et Christopher Donan. Tout ça, ça fait l'objet de nombreuses études et publications. Donc bien entendu, voilà, comme je l'ai dit, on ne sait pas si c'est des prêtresses, mais dans tous les cas, ces tombes, elles apportent énormément d'informations, notamment pour retracer les processus et les rituels liés au monde funéraire Mochica. Donc pour ma part, j'ai aussi étudié et analysé les peintures murales de l'une de ces tombes, la 8e tombe de prêtresse qui a été mise au jour en 2011, et c'est une sépulture qui est datée d'environ 750 après Jésus-Christ, donc ce qui correspond à la période Mochica tardive. D'accord. Elle est considérée comme une tombe de prêtresse parce que en fait, on a le corps d'une adolescente qui est richement vêtue dans un linceul, un sarcophage très décoré. La chambre funéraire, elle est assez profonde, elle est à 6 mètres sous la surface du sol. Donc les murs sont en terre crue, percés de larges niches, où se trouvaient les céramiques et aussi les peintures murales. Où aussi, on a 2 corps d'adultes de sexe féminin qui ont également été déposés dans cette sépulture, donc qui étaient probablement des servantes, et aussi accessoirement 5 enfants. Ah d'accord. Ouais, c'est des morts d'accompagnement. Alors, on sait pas vraiment qui ils étaient, mais peut-être qu'ils ont été, ouais, je pense qu'ils ont été sacrifiés. C'est peut-être les enfants des servantes ou des enfants de la famille. On sait pas. D'accord. Je sais pas ce qui est le plus glauque entre le mec qui se fait enterrer avec sa femme enceinte de 6 mois ou les 5 enfants. Ouais, Ils rigolent pas les gars hein, quand même. c'est clair, c'est particulier. Donc du coup, le squelette de la principale défunte, il est situé sur une plateforme basse, à une extrémité de la chambre funéraire. Il est décoré assez simplement, avec un collier en perles, et à ses côtés se trouvait une sorte de grand gobelet d'argent qui constitue un indice en fait sur son identité. En fait, ce type de récipient, ce gobelet, on le retrouve dans l'art Mochica, dans des scènes de sacrifices humains, et il est retrouvé seulement dans les tombes dites de prêtresses. Malheureusement, on ne peut pas faire plus de liens actuellement parce qu'on n'en sait pas vraiment plus. Le sarcophage, en tout cas, il présente une décoration qui est très élaborée, caractéristique de l'élite Mochica. Donc on sait que c'était une personne qui était quand même très importante dans la société.
Le sarcophage il était réalisé en bois, donc aujourd'hui il a disparu. Il présentait des ornementations de plaques de cuivre disposées en vagues, qui est un motif typique de la culture mochica. On a également un masque funéraire en cuivre qui a été découvert près de la tête et qui se trouvait probablement au-dessus du cercueil. Et on va avoir aussi 2 artefacts en cuivre en forme de sandales qui se trouvaient au niveau des pieds du sarcophage, donc ce qui donne au tout une forme anthropomorphe. Et cette mise en scène, elle participe sans doute aux cérémonies de funérailles, comme le présente l'iconographie mochica, dans la céramique notamment, au cours desquelles le cercueil du défunt il est escorté lors d'une procession, avec des gardes d'honneur, des guerriers et des musiciens. Donc en fait, c'est assez rare de découvrir de la peinture murale en contexte funéraire, probablement à cause de la fragilité de la technique de décoration qui est utilisée. Et comme on l'a vu, on est sur une gamme de couleurs qui est assez restreinte. Donc en l'occurrence, du jaune, du rouge, du violet, du noir, du blanc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que de la même manière que la gamme de couleurs, les techniques picturales, elles vont perdurer dans le temps, et ce jusqu'à la période Inca. Donc il n'y a pas vraiment de révolution technologique à ce sujet, mais on va davantage voir un affinement de la technique au fil du temps, avec des grains plus fins et une préparation de pigments différente. Donc ça reste un travail qui est très fin et délicat, comme on le constate, et toujours lié à la classe dirigeante. Certains membres de la classe artisanale pouvaient eux-mêmes être rattachés à l'élite, comme en témoigne une autre sépulture, cette fois retrouvée à Moche, dans un secteur qui est réservé à l'élite. On a retrouvé en fait un individu inhumé avec des outils de broyage qui ont probablement pu servir pour réaliser des pigments. Donc grâce à des artisans et des spécialistes talentueux et récompensés, en fait, la production artistique et technologique, elle était stimulée, ce qui a amené un savoir-faire d'une grande maîtrise. Et ce système d'artisanat, il se retrouve dans d'autres domaines, comme la métallurgie, avec la production d'objets en or, argent et cuivre, l'artisanat du textile, avec des réalisations de grande qualité à partir du coton et de la laine. D'ailleurs, les mochikas pouvaient créer des vêtements pendant des années et des années, voire sur plusieurs générations, et ça pouvait avoir plus de valeur que de l'or, hein, par exemple. Du coup, c'était des vêtements qui étaient vraiment décorés avec des couleurs et des motifs. Et aussi la céramique qui jouait un rôle extrêmement important. Donc les productions de haute qualité, elles étaient privilégiées, ce qui favorisait l'émergence de maîtres artisans. Et ça va s'inscrire en fait dans l'héritage andin, dans les civilisations qui vont venir, notamment chez les Incas. Donc voilà, j'espère que ce petit voyage chez les Mochikas vous a plu, j'espère que vous avez appris quand même 2-3 trucs au passage. Pour moi, c'est vraiment une civilisation que je trouve fascinante, je la trouve complexe, et en plus, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé l'étudier. Si vous voulez en savoir plus sur ma petite contribution à ce sujet, vous pouvez chercher dans Google caractérisation physico-chimique de pigments mochica. Vous allez sur le lien du journal de la Société des Américanistes, qui est en accès libre. Donc c'est assez technique, mais ça permet d'approfondir le sujet un peu des peintures murales que j'ai évoquées. Ça me fait aussi un peu de la pub, même si je touche absolument rien. Mais bon, comme ça, vous pouvez me lire. Ça fait de la crédibilité scientifique. C'est ça. En plus. C'est clair. Vous pouvez aussi lire Véronique Wright, qui est la spécialiste française des peintures murales précolombiennes. Et si vous voulez en savoir plus sur les mochikas d'une manière générale, sachez qu'il existe assez peu d'ouvrages de vulgarisation sur le sujet en français. Je peux quand même vous conseiller, par exemple, le catalogue d'exposition Les Rois Mochica, ou le livre Le Pérou avant les Incas, qui est, il me semble aussi, un catalogue d'exposition. Bah écoute, Nico, merci beaucoup pour ta chronique sur les mochikas, parce que moi, franchement, tu nous demandes si on a appris des trucs. Ouais. Déjà, la civilisation, on ne la connaissait pas. Bah, c'est ça, ouais, en fait, on a tout appris dessus. Hein. Merci du coup. Et c'est pas étonnant qu'on connaisse pas, parce que tu viens de le dire toi-même, visiblement, il y a très peu d'ouvrages de vulgarisation scientifique en français, donc ça nous est totalement inconnu au bataillon. Et franchement, merci d'avoir donné toutes ces informations sur cette civilisation qui a l'air extrêmement intéressante et qui a l'air d'avoir produit des trucs artistiquement parlant qui sont assez dingues. Même s'ils n'ont pas d'écriture, comme quoi ça ne veut rien dire. Hein. Bah, c'est clair. Bah, ça me fait bien plaisir que ça vous ait plu. Mais c'est vrai que parce que genre une civilisation aussi riche, elle serait peut-être plus proche de chez nous ou quoi, on en aurait, on en entendrait parler, de manière Ouais, plus, carrément. plus facilement. Mais là, c'est vrai que C'est juste le fait ouais, qu'elle soit loin et qu'en plus elle soit en Amérique, mais en plus dans un coin reculé en Amérique, un côté ouest, c'est clair, c'est clair. Et mine de rien, les Incas ont pris un peu le dessus en termes de pop culture. Je pense notamment peut-être chez nous à cause de Tintin, je pense, surtout. Bah, je Mine pense de rien. aussi, ouais. 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 Si Il y Tintin aurait était allé beaucoup de chez les choses à dire. Mochikas, je pense qu'on connaîtrait les Mochikas, à mon avis. C'est clair. Il n'y a pas de doute C'est clair, là-dessus. c'est clair. Donc franchement, merci à toi. J'ai qu'une seule main de libre, mais je vais quand même essayer de t'applaudir. Peut-être que je ferai un épisode sur les Incas, je ferai, on verra. Yes, trop bien. T'as quelque chose à rajouter, Raph
Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est même si bon, c'est vrai que pour certains aspects, ces cultures-là, elles se ressemblent, notamment sur tout le côté sacrificiel et tombe. Ouais, c'est Si clair. de toute façon tu le vois que ce soit ici ou en Asie ou ailleurs, mais c'est vrai que peut-être que c'est parce que si on n'y a pas touché personnellement, en tant que en Européen, on n'y a pas foutu notre grain de sel, Oui, tu vois oui, Ouais, c'est aussi, ça peut-être aussi. ça Ouais. qui c'est quelque chose de nouveau, quoi. Moi, je trouve ça fascinant que tu nous aies dit que ce soit l'une des 6 civilisations de la Terre qui ait elle-même un état, ouais. d'elle-même formé un État. Je trouve ça ouf, quoi, C'est clair. comme anecdote à sortir à un repas entre amis. Mais c'est C'est clair, une mais putain autre d'anecdote, hein, anecdote franchement. intéressante quand on pourra refaire des soirées, comme ça vous pourrez dire aussi que vous connaissez un peuple qui vivait dans des pyramides, littéralement. Et ça, c'est Il est stylé. vrai. Mais j'ai peur qu'en fait, que quand on lâche le mot pyramide, on arrive à Ouais, des. ça se barre en Ouais, couille c'est très clair, rapidement. Qu'en c'est plus, clair, c'est clair. l'utilisation du bouc amérindienne. Ouais, voilà, Amérindien, pyramide, vraiment les photos, ça ressemble vraiment à des espèces de vaisseaux spatials chelous de Goa'uld. Donc, Il suffit C'est vrai. d'enterrer les serviteurs pour qu'en fait, on dise que les secrets ne doivent pas être ébruités. ah bah là oui, c'est pour ça. Hein. Et le sang humain, c'est du carburant pour les vaisseaux spatiaux. Bah, je vois pas pourquoi, en fait, on n'y a pas pensé plus tôt. Sinon. C'est sûr, Ah là c'est là. tellement le plus logique. Bah encore une fois, merci Nico pour ta chronique. C'était vachement cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste dans le domaine de l'histoire, mais à travers un petit jeu que tu nous as préparé, Ah. Raphaël. C'est le comeback du quiz de Raphaël après C'est- un an, c'est incroyable. Ouais, Le comeback. Tu as jamais goûté, Nicolas, mais c'est ça va l'occasion. être ma première fois. Alors. Oui, en fait, ce que veut dire Marc, c'est que la dernière fois, enfin, la première fois que j'ai fait un quiz, c'était un quiz citation historique. Ensuite, j'en ai fait un autre, c'était un quiz qui, du coup, était plus sur citation de pièces de théâtre. Donc, du coup, il fallait trouver effectivement le dramaturge et la pièce de théâtre en question. Et le dernier que j'avais fait, et qui était aussi pas mal, mais un peu rapidement, dommage, c'était le quiz spécial citation film de Noël pour Oui, c'est vrai, oui. pour Eh oui. l'épisode C'est spécial vrai, ouais. est effectivement diffusé à Noël. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et là, du coup, j'ai voulu refaire en fait en citation du coup qui se reste historique, célèbre, version Ok. 2. Voilà. Donc la dernière fois, on avait six citations à trouver. Et ben là, du coup, j'en ai préparé 8. Ah, deux de plus Voilà. en bonus. Donc, j'explique très rapidement, du coup, Nico. En fait, pour certaines, les règles changeront, mais je vous le dirai au moment opportun. Le principe étant de trouver la personne qui a dit cette phrase Ok, et, si possible, le contexte. ok, Voilà, par exemple, si je prends la première phrase, voilà, j'ai fait une phrase type, une citation type. La première citation exemple, ce serait il vous suffira de dire j'étais à la bataille d'Austerlitz pour qu'on vous réponde voilà un brave. Là, normalement, Austerlitz. voilà, ça se passe effectivement à Austerlitz. Et qui l'a dit cette phrase? Napoléon? Oui, voilà. Ouais, Napoléon, bravo. tout à fait. J'ai cherché un général de Napoléon, mais en fait. Et puis pour terminer justement, je vous explique un petit peu plus le contexte, puisque du coup, bah là, Austerlitz, c'est la bataille qui est surnommée la bataille des trois empereurs, hein, puisque Napoléon affronte les armées de François Ier d'Autriche et Alexandre Ier de Russie, et malgré son infériorité numérique, de la citation, l'armée napoléonienne gagne la bataille et contraint l'Autriche à signer la paix, mettant fin d'ailleurs à la troisième coalition contre la France. Et spoiler alerte, bah, ce sera pas la dernière. C'est vrai. Et oui. Ça veut dire qu'il a perdu. Non, mais parce qu'il y a toujours les Anglais dans le coup, et puis les Anglais, effectivement, ont la faculté d'être sur une île, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux de se remettre sur pied. Exactement. Voilà. Ils trichent, hein, ils trichent. Ils ont un cheat code. C'est clair. Alors, On la en revient à première civilisation. citation, On en revient toujours à civilisation, exactement. la première citation que je vais vous faire, là, ce sont deux personnages qui se sont rencontrés, que vous connaissez, et qui ont échangé une phrase chacun. Ouais. Et je voudrais que vous essayiez de deviner qui sont ces deux personnages. Ok. Alors, ce que j'admire le plus dans votre art, dit le premier, c'est son universalité. Vous ne dites pas un mot, et pourtant, le monde entier vous comprend. C'est vrai, réplique le deuxième, mais votre gloire est plus grande encore, car le monde entier vous admire, alors que personne ne vous comprend. Cette punchline de l'enfer. Oui. Je sais pas, Léonard de Vinci? Non, Moi, Non. j'ai envie de dire pour l'artiste, c'est Picasso, non? c'est pas Picasso. Mais on est Ce sont deux personnages du 20e XXe siècle, siècle, la on est première sur du moitié du 20e XXe siècle, siècle, hein. Ouais. effectivement, qui sont très très connus et qui effectivement occupent des professions, des passions
complètement différentes. Puisque je le rappelle, le premier, du coup, il dit au deuxième On dirait une du blague. coup, que vous ne dites pas un mot et pourtant le monde entier vous comprend. D'accord? Tandis que le deuxième, eh bien, on lui dit votre gloire est encore plus grande car le monde entier vous admire, mais personne ne vous comprend. Est-ce que c'est Freud, celui qu'on admire mais qu'on comprend pas? Non. C'est pas Est-ce que Freud. c'est pas le pape? Non. On est sur. Alors, je vais vous donner les. Donne-nous un indice là, je parce vais vous que donner les deux professions en question. On est sur. Le premier, c'est une célébrité du cinéma et le deuxième, c'est une célébrité de Oh, la putain. science. Oh mon dieu, cinéma. Georges Méliès? Ah. Georges Méliès. Ah Mais putain. franchement, on est à cette époque-là, Ah ouais. à peu près. Ah ouais. C'est un acteur? C'est un acteur. Oui. Oh mon dieu, je connais rien en acteur du. Attends, t'as dit qu'il y avait un. Et je un vous aide. scientifique. Vous ne dites pas un mot et pourtant le monde entier vous comprend. Oui. Bah, du coup, c'est un acteur muet quoi. Voilà. Ah, Chaplin. Oui, Ah c'est Charlie putain, Chaplin. mais oui, mais c'était effectivement. évident. C'est Charlie Chaplin. Et Charlie Chaplin répond du coup à notre deuxième personnage. Mais votre gloire est plus grande encore, car le monde entier vous admire, mais personne ne vous comprend. Il aurait pas dit ça à Hitler. Non. Einstein. Oui, il a dit ça à Einstein, effectivement. Sérieux? Putain. Voilà. Donc, T'as eu les deux, bravo. Ce sont les deux personnes. Donc du coup, je résume, l'admiration qu'a Albert Einstein envers Charlie Chaplin vient de son talent pour le cinéma muet. Quant à Chaplin, il souligne l'intelligence d'Einstein, car tout le monde en fait l'admire, mais personne ne comprend. Ah, ils sont bons ces deux-là. Quand même. C'est clair. Deuxième, du coup, citation. Tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Putain, si t'avais dit Dieu reconnaîtra les siens, j'aurais su, mais J'ai hésité à la mettre. Un piège. c'est un piège. Tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher? Oui, C'est vous pouvez vous aider en me demandant peut-être les périodes, etc. hein. Alors, c'est forcément quelqu'un qui tue plein de gens. Oui, Est-ce que c'est pendant une guerre de religion quelconque? oui, c'est en plein dedans. Mhm. Donc, En fait, là, ce sera beaucoup plus facile de trouver l'événement que la personne qui l'a dit. La Saint-Barthélemy. Oui, c'est la Saint-Barthélemy, Saint-Barthélemy, ouais. effectivement. Et du coup, c'est un roi de France qui le dit. Donc, il faudrait trouver le roi de France en question à l'époque. Henri IV. Non. C'est François. pas Henri IV, Non, non. c'est avant Henri IV justement, donc C'est c'est François pas Ier. Pas François Ier. genre non. Henri III. Non, c'est pas un Henri. C'est pas un Henri. Henri. François II. C'est pas un François non plus. Charles VIII. Tu y es à un chiffre Charles près. Charles C'est- Non, Char- c'est Charles Bah, IX. Charles IX. Ah, C'est Charles IX. Lors du massacre de la Saint-Barthélemy, en fait, la nuit du 23 au 24 août 1572, Charles IX avait d'abord commandité l'assassinat des principaux chefs protestants de Paris, avant de se résoudre à étendre la mesure à tous les protestants de la ville. Bien joué, bien joué. Alors la troisième est un peu un troll, j'avoue, mais j'ai tellement voulu la mettre que ça va, je pense, vous faire rire. Attention, parce qu'il faut s'accrocher. Ouais. Je supposerais donc qu'un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, a employé toute son industrie à me tromper. Je penserais que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, les sons et toutes les autres choses extérieures ne sont rien que des illusions et rêveries dont il s'est servi pour tendre des pièges à ma crédulité. Je me considérerais moi-même comme n'ayant point de main, point d'yeux, point de chair, point de sang, comme n'ayant aucun sens, mais croyant faussement avoir toutes ces choses. Je demeurerai obstinément attaché à cette pensée, et si par ce moyen il n'est pas en mon pouvoir de parvenir à la c'est Descartes. connaissance d'aucune vérité, à tout le moins il est en ma puissance de suspendre, je perds mon français, mon jugement. C'est pourquoi je prendrai garde soigneusement de ne recevoir en ma croyance aucune fausseté, et préparerai si bien mon esprit à toutes les ruses de ce grand trompeur que, pour puissant et rusé qu'il soit, il ne me pourra jamais rien imposer. Or, si je doute, je pense, et si Descartes. je pense, je suis. Ah, Effectivement, c'est Descartes. ah, yes. Yes, je l'ai eu à moitié Yes, de bien citation. joué. Mais Merci. où ça? Ou ça quoi? Où est-ce qu'il a dit cette phrase? Enfin, cette phrase. Hein. Bah, il C'est l'a sorti. écrite, c'est un... Oui. c'est un bouquin. Ah, il faut trouver Mais le quel bouquin. bouquin? Est-ce que vous le connaissez? Non. Non. En fait, c'est un bouquin que vous connaissez, vous avez juste oublié le nom. En fait, c'est le passage du fameux Cogito ergo sum, du Ah, discours, bah oui. Ah, discours ok. de la méthode. La méthode. Voilà, de daté de Descartes. 1637. Alors la quatrième citation, un traître, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire dans un autre. C'est pas du tout un truc actuel. C'est hein, pas vous pouvez actuel, avoir t'es sur sûr le président. Franchement, cette phrase est magnifique. Vous avez qu'une partie. Alors je le Alors, refais. vas-y, pardon. Un traître, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire dans un autre.
Par contre, un converti, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire au vôtre. Bon, déjà, ça parle de parti, donc ça veut Ouais. dire qu'on est sur un truc plutôt moderne, je dirais début 20e. C'est du début 20e. C'est Clémenceau? Oui, c'est Ah, Parce Clémenceau. que ça pue le Clémenceau à plein nez, un truc comme ça. C'est, en fait, à idée. chaque fois qu'il y a une, J'avoue qu'il y a une punchline début 20e, c'est Clémenceau, il faut généralement. savoir que c'est un très grand maître des punchlines et fatalement, à chaque fois qu'il y aura s'il y a plus tard des citations historiques célèbres, encore une fois, version 3, il y aura une citation de Clémenceau comme si vous avez écouté la première. C'est vrai qu'il y en avait une de extrait, Clémenceau. effectivement, c'était par rapport à Félix Faure, à Félix qui, Faure. du coup, est le président qui est mort oui. au palais de l'Élysée en présence de sa maîtresse. On lui avait prêté la phrase « Il voulut être César, il ne fut que Pompée », mais on s'aperçoit que peut-être que c'est plutôt les chansonniers de l'époque qui l'ont dit. En tout cas, ce qu'il a dit, lui, par rapport à la mort de Félix Faure, c'est une phrase qui est quand même restée assez célèbre. Ce n'est pas un français en moins, mais une place à prendre. Ok. Attention, la 5e est une expression que vous connaissez, mais d'où vient-elle? Ouais. L'argent n'a pas d'odeur. Ah, c'est un mec empereur qui aime romain. l'argent. Oui, c'est un empereur romain. Tout à fait. Caligula. J'avais la phrase en latin au cas où. Vas-y, en latin, balance. Pecunia non olet. On est juste après que Néron ait incendié Rome. Les caisses de l'État sont au plus bas. Il faut trouver un moyen pour que l'Empire romain puisse retrouver de l'argent. Donc c'est Néron alors. Ah, Néron. C'est celui C'est qui après est Néron. Après Néron. après. C'est un Attends, célèbre, il y avait- c'est un célèbre empereur romain qui commence avec un V. Vespasien. Putain. C'est Vespasien. Est-ce que vous Euh, savez ce qu'il a réussi à faire pour pouvoir Oui. renflouer les caisses Alors, de l'Empire? Je crois, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais c'est pas en rapport avec les toilettes payantes. Si, tout à fait. C'est ça? Sérieux, c'est vrai? C'est tout à fait ça. En fait, on s'est aperçu à l'époque qu'on avait la possibilité de faire payer les toilettes aux personnes, déjà première chose, et ensuite autre chose, à la fois de faire De sa faute à payer, lui. de faire payer les toilettes, le passage aux toilettes aux gens, mais aussi de récupérer leurs urines. Puisqu'en fait, Et on fait Ah, quoi dans avec l'urine? l'urine, on va pouvoir s'en servir, enfin, les teinturiers vont s'en servir pour Ah oui, préparer pour, notamment préparer la les- peau, etc. On va effectivement oui, jouer au ok. travail, parce que Ouais, pour dans tanner, l'urine, quoi. il y a ce qu'on appelle de l'ammoniac, et donc comme ceci, effectivement, on va pouvoir à la fois prélever de la matière première, tout en faisant payer les personnes, d'où l'expression, en fait, l'argent n'a pas d'odeur. Ce qui fera beaucoup rire d'ailleurs son fils, Vespasien, qui trouve effectivement l'idée assez saugrenue de pouvoir effectivement faire de l'argent à partir de la merde. C'est un visionnaire. C'est clair. Alors, la 6e citation, Pape Clément, chevalier Guillaume de Ah, mais oui, Nogaret, mais c'est facile. roi Philippe, C'est le grand je vous templier. cite à comparaître au Ah. tribunal de Dieu. Maudit, maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Ah, si vous avez vu les rois maudits, vous savez qui a dit ça. C'est le chef des Templiers, Guy Mollet. Si Alors, je me trompe pas. oui, c'est un Mollet, c'est Jacques. C'est Jacques de Molay, pardon. Jacques de Molay, En c'est Guy Mollet. 1314, il a dit ça effectivement à Philippe Sur le le Bel, bûcher. notamment lorsqu'il a raflé tout Et le ils monde. sont tous morts Et après. ils sont tous morts, effectivement. C'est une des grandes malédictions que tout le monde connaît. Ouais, j'en ai que des tout le frissons monde là. se passionne pour ceci, pour Toutankhamon, par exemple, aussi. C'est tout à fait le genre de clientèle, puisqu'on a vu que finalement, ils sont tous morts, effectivement. Le hasard fait parfois bien les choses. Moins que ça soit autre chose. Peut-être que c'est une vraie malédiction. Tintin. Avant-dernière citation, et pourtant, elle tourne. Galilée. Oui, Ah. Galilée. Pour Juste avant de mourir, non? Non. Non, ou après son procès. Oui, c'est une phrase qu'il prononçait lors de son procès en 1633, où il est en fait obligé d'abjurer le système héliocentrique de Copernic auprès effectivement d'un tribunal ecclésiastique. Et c'est lorsqu'il part effectivement que Galilée aurait murmuré cette célèbre phrase. Ok. Pourtant, elle Tourne. Ils avaient de la classe quand même. C'est Ces clair. gens qui balançaient des bonnes punchlines au bon Ouais, moment. oui, C'est oui. stylé. Hein. Et d'ailleurs, la dernière citation, puisqu'on parle de phrases stylées, il en fallait bien une. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine. Qui a dit un truc comme ça? Pendant la Révolution, j'imagine. Attends, Oui, ça, il y a de bonnes chances. Qu'est-ce que c'est, effectivement, Robespierre effectivement, quand on enlève une partie du corps à quelqu'un, C'est généralement la Révolution. c'est ouais. généralement la Révolution, effectivement. Donc, il s'agirait d'un personnage de la Révolution qui est mort le 5 avril 1774 et qui aurait dit donc cette phrase à son bourreau. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine. En Ça va être quelqu'un- 1974. Ouais, en 1774. 94. Ah, pardon. 94. Oui. T'as à me dire what? Alors moi je pense que ça doit être quelqu'un qui doit être qui doit avoir une difformité ou alors une tête un peu tu sais, caractéristique, non, pour dire ça. Ou un mec J'imagine. BG un peu peut-être. Ou l'inverse, ouais. Ou si ça se trouve Ou une meuf. l'inverse. Vous avez une idée? J'avais envie de dire Robespierre au début, mais je crois pas qu'il soit mort en 94. Si. Non.
Robespierre, il est mort après ce personnage. Après ce personnage. Il s'est D'accord. fait guillotiner avant. Donc c'est vrai que c'est pendant la terreur que cette personne-là s'est fait buter. Hein, du coup. Ah, Ok. Il est connu. Il est très connu. Attends, Danton, il meurt dans sa salle de bain. Non, c'est ouais. Marat. Oui, C'est Marat c'est qui Marat. meurt sur la Zuma, mais c'est oui, Danton, oui. effectivement. C'est Danton du coup. Ouais, là. ouais. Ok. c'est Danton, ok. Danton meurt effectivement avant Robespierre et d'ailleurs plus tard, lorsque Robespierre il va monter à la tribune pour effectivement parler, bah, on ne sait pas ce qui se passe, il n'arrive pas à parler là. Et derrière, je ne sais plus quel autre personnage lui dit tout au fond de l'assemblée, c'est le sang de Danton qui t'étouffe justement par rapport à cette. Est-ce que c'est une légende urbaine le fait qu'il n'ait pas réussi à parler parce qu'il a essayé de se suicider juste avant son arrestation ou pas? Qui ça? Robespierre. Je ne sais pas. Parce que j'avais ouï dire qu'il s'était tiré une balle dans la tête et qu'il est Ok. arrivé et que du coup il s'est éclaté la Je mâchoire. ne à la sais place. pas pour Robespierre, effectivement, mais quand on regarde tous ces personnages un peu qui sont célèbres, bizarrement, ils ont tous à peu près une phrase, effectivement, qui disent juste avant d'aller à l'échafaud. Hein. Ouais. J'en ai récupéré 5 ou 6 comme ça. Hein. Voilà, clair. Quitte à mourir, autant balancer une dernière punchline Ouais, je avant de pense. Et tu dois bien la préparer à l'avance. Hein. C'est clair. Moi, perso, ce serait s'il vous plaît, tuez pas. Ouais. Il y en a une qui est, je cite, si je tremble, c'est que j'ai froid. C'est à cause génial. du froid. C'est qui a dit ça? Putain, mais les boules. Et, je sais plus, je crois que c'est même la personne justement qui a Ah. à Robespierre, tu as le sang de Danton. Je tremble, c'est que j'ai froid. Mais ils sont Voilà. inarrêtables. Et on les arrête pas, ces gens-là. Merci beaucoup, coup, Raphaël. Mais Yeah, c'était chouette. Hein. En vrai, et c'était du coup, je rappelle une chose, c'est que Oui. comme on n'a pas pu faire d'enregistrement et que je suis quand même quelqu'un assez blagueur et que du coup il y a 2 semaines on était le 1er avril, Oui. je tenais quand même à faire une petite blague en disant que Ouais. parmi ces 8 citations, il y en a une de fausse. Ah, sérieux? Oui, il y en a une de fausse. Ah, Oh, faut la Alors, trouver, faut la Il va trouver. falloir la trouver. Oh, effectivement. putain, merde. merde. Je vous le rappelle. Il y en a une qu'on attribue à un personnage, mais qui existe Qui n'a pas, en jamais fait, qui est une été- légende urbaine. Qui n'a jamais été dite, effectivement. Ok. Je rappelle la première, effectivement, celle entre la conversation entre Einstein J'ai déjà ma petite idée, je pense. et Charlie Chaplin. Ok. Ensuite, nous avons tué-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Charles IX lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Ouais. 3, ensuite, le discours de la méthode de René Descartes. Bon, ça, on peut difficilement en douter quand même. 4, la phrase justement de Clémenceau, un traître, c'est un homme politique qui quitte son parti pour s'inscrire dans un autre. 5, l'argent n'a pas d'odeur de Vespasien. 6, un discours de Jacques de Molay, du coup, lors de sa mise à mort, hein, yes. auprès de Philippe le Bel et des rois dits, rois maudits. Ouais. Et pourtant, elle tourne de Galilée. Et enfin, tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut bien la peine, de Danton. Alors, Voilà, t'as une idée, toi, Nico? Bah, en fait, il y en a, enfin, je dirais la moitié. Genre, parce qu'il y en a, c'est trop, genre, tu vois, tu prends Galilée, par exemple. Galilée, pour moi, c'est faux, j'ai l'impression. Ouais, Je sens que c'est faux. c'est et même, tu prends aussi, attends, il y avait qui juste avant, le chef des Templiers. Bah, Ouais, Jacques de Molay, ça fait très romancé, en fait. Ouais, aussi. c'est ça. Mais je partirais plus sur... parce que Jacques de Molay, on n'était pas là, mais je vois bien un espèce de moine, tu vois, écrire ça derrière en mode il a dit un truc Ouais. comme ça et nous on pourra jamais vérifier. Ouais, tu vois. Il y a eu des sources, effectivement. Quoi. Moi, peut-être que certaines ont été romancées, effectivement, mais une est complètement fausse. Hein. C'est une qui a été prouvée historiographiquement, comme quoi C'est faux. la personne en question, là où les personnes n'ont absolument pas dit cette phrase et qui a été déformée pour jeter le discrédit. Ah, le discrédit sur le personnage? Oui. C'est pas Vespasien. Pour moi, c'est Galilée. Ah, Non, ça pourrait ce être n'est pas Vespasien. Vespasien. Mais pour moi, c'est Galilée, je pense, à mon avis. On Ok. a essayé de le discréditer après ça. Alors, effectivement, on a essayé de Et de discréditer dans le bon sens, du coup, au dans final. tous les sens, de toute Ouais. façon, Galilée. De toute façon, quand il abjure, c'est en sorte quelque chose comme, effectivement, pour lui, c'est un mensonge. Oui. Mais cette phrase, effectivement, est rapportée comme quoi il a dit. Donc, il a vraiment dit alors. Tourne. Merde. Ok. C'est pas De Molay, c'est pas. Ouais, on en a exclu 3 déjà. 3 Pas déjà, Vespasien, Vespasien c'est non De Molay, plus. c'est pas Galilée. Voilà, il vous reste le discours entre Non, on est pas bon, hein. Einstein et Chaplin. Il vous reste du coup Charles IX, tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher. Il vous reste le discours de la méthode Ah, de mais c'est Descartes. Danton. Il vous Ah, reste Danton. ouais. C'est Et il Danton, reste, je pense. Clémenceau. Je dirais Danton, c'est un truc de politicard de discréditer les gens en disant qu'ils ont dit des trucs. Donc Danton ou Clémenceau. Danton, parce que c'est vrai l'un que ni Ni l'un ni l'autre. Merde, Putain, mais sérieux, c'est pas Descartes quand même. Non, il s'agit de Charles IX.
car il n'a jamais dit tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le Ok. Et puis reprocher. ça plagie un peu quand même aussi le D'accord, sac de d'accord. Béziers. Donc, Voilà, c'est une phrase qui a été attribuée bizarrement un an plus tard, du coup, par une famille qu'on appelle la famille de Gondi, qui a D'accord. voulu en fait jeter le discrédit auprès de Charles IX, qui effectivement, s'il a bien demandé à ce que on on tue passe les gens. Il par l'a les pas fait comme armes ça. les chefs protestants, il n'a aucunement demandé de tuer effectivement tous les protestants. Ouais, Il c'est que semble ça, que ça a la un peu fièvre, débordé, quoi, effectivement, en du fait. peuple s'est emportée. Ouais. Et ben, finalement, on s'aperçoit que on peut faire un début de parallèle entre le massacre de la Saint-Barthélemy et les premières idées un petit peu très très néfastes qu'ont eu les régimes totalitaristes au milieu du XXe siècle. C'est aussi un peu dérapé avec eux, c'est ça? Ouais, genre dans le sens où Eh oui. ça se Donc, c'est une barre. phrase, en fait qu'il n'a jamais dite. Ouais. Ok. Eh ben, je savais pas. Bah, merci du coup, Raph, pour cette information. Comme quoi, on a appris plein de trucs tout en s'amusant. C'est ça qui est incroyable. Oui. J'espère que chez vous, vous avez réussi aussi toutes les questions, que vous êtes super fort. Bref, mettez-le dans les commentaires, tout ça, ou mettez-le pas. Faites ce que vous voulez, parce que la liberté, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là où elle commence, celle des autres. Waouh, c'était nul comme conclusion. Ouais, en sachant que si vous voulez réécouter ceci, si vous mettez effectivement au début de ma chronique, vous entendrez le début du discours de René Descartes, du coup sur le discours de la méthode. Si vous avancez un petit peu au milieu, bah, vous serez à peu près à la moitié du discours de René Descartes. Et à la fin, quand vous entendez je pense, donc je suis, c'est qu'on a terminé le discours et donc il doit rester quelques minutes. En fait, je pense que le discours, il doit représenter peut-être un bon tiers de la chronique. De la chronique. Ouais. Ta chronique D'accord. peut s'appeler René Descartes d'ailleurs. Je Quel pense donc je troll cite. absolu, tu sais. Spoiler alert, il n'a jamais dit ça. Oh mon Dieu! Eh ben écoutez, puisque nous avons parlé un petit peu d'histoire avec vous, je vous propose qu'on parle plutôt de légende à présent. Allez. Alors messieurs, j'ai une triste nouvelle à vous apprendre, et pourtant je dis ça avec le sourire. Ça y est, c'est la fin des chroniques sur le petit peuple. Après avoir parlé des gnomes, des elfes, des nains, des gobelins, des lutins et de leurs différents équivalents, il ne nous reste plus qu'une dernière catégorie. Une seule. Et après, ça sera fini. Enfin, fini, ce sera à vous de le dire, chers auditeurs, dans les commentaires, parce que si vous avez l'impression que j'ai loupé une créature fantastique, que vous avez envie d'en apprendre sur d'autres choses, bah, n'hésitez pas aussi à le dire. Mais en tout cas, dans ce que j'avais prévu au tout début de ces chroniques-là, normalement, c'est fini. Donc, il ne reste plus qu'une catégorie très complexe qui va en fait nous permettre de revoir un petit peu tout ce que nous avons vu depuis le début. Et pour ce faire, je vais vous passer un petit extrait. Ah, mais arrêtez de gueuler comme un con! Excusez-moi, c'est l'émotion. Ah la vache, il m'a pas loupé celui-là. N'ayez crainte, mon oncle. Nous vengerons votre mort avec la rage du... Tu suis enragé? Venger ma mort? Oh non mais ça va pas mieux, hein! C'est vrai que c'est pas beau, cher. Non mais c'est pas bon d'accord, enfin j'ai quand même pas crevé là comme ça! Oh, c'est la veine du cou qui est sectionnée. Oh, la veine du cou c'est l'hépatite! La carotide. Oui, la carotide. Oh la carotide, quand vous aurez fini de discutailler, vous pourrez peut-être m'emmener à la tente de Merlin avant que je pisse mon dernier litre de sang! Allez, maniez-vous, bon Dieu, je commence à avoir des mouches devant les yeux. Avec ce petit onguent spécial, dans 5 minutes, vous retournez à la filoche. Vous allez m'en dire des... Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez là? C'est ça, faites celui qui sait pas. C'est la fée Morgane. La fée Morgane? Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de quoi? Écoutez, mon petit vieux, je dois vous emmener à Avalon le jour de votre mort. Alors vous vous levez, vous prenez vos petites affaires et puis vous me suivez. On verra le reste en route. Mais c'est pas le jour de ma mort. Je sais, c'est très triste, mais c'est la vie, ça. Mais je suis juste blessé au cou. Vous avez la carotide tranchée, ne me prenez pas pour une bille. Je suis en train de me faire soigner. Par celui-là? Ah bah laissez-moi me marrer. Bah, attendons 2 secondes de l'appliquer déjà ce machin, on verra bien. Mais je vais pas attendre 1 heure que votre copain vous tartine de purée de châtaigne alors que ça sert à rien. Avalon, c'est pas la porte à côté. Allez, allez, en route, en route. Alors du coup, vous avez sûrement reconnu l'extrait en question. C'est quoi, Raphaël? Parce que tu rigolais pendant que je l'ai passé. C'est Là, là ce qu'on vient d'entendre là. Non, pas le nom de ce qu'on vient d'écouter là. Ouais. C'est quoi? Ah, mais là, c'est Kaamelott. C'est Kaamelott, exactement. Kaamelott du Kaamelott. célèbre Alexandre Astier, l'une des plus grandes séries télévisées françaises. Le film sort peut-être un jour, on ne sait pas. Oui, peut-être, c'est une possibilité. Nico, est-ce que tu sais de quoi on va parler du coup après cet extrait? Ah bah, j'imagine qu'on va parler de fées. On va parler de fées, J'aurais- exactement. J'aurais dit Merlin, moi. T'aurais dit merde. Bon, c'est un demi-démon, hein. On pourra en parler un jour, peut-être un jour. Pour les chroniques sur le grand peuple. Sur le grand peuple, c'est ça. Les chroniques sur les archons,
Ah, ça peut être un bon sujet, hein, peut-être de parler de mythologie chrétienne dans le futur. Dites-nous dans les commentaires si ça vous plairait ou pas. Oui, donc du coup, on va parler de fées. Je vais vous poser une petite question avant qu'on commence réellement. C'est quoi pour vous une fée? Pour moi, déjà, une fée, ça s'apparente déjà à une personne de petite taille. Souvent, on voit plus Ouais. une figure féminine qu'une figure masculine, avec des ailes, et Ouais. avec un côté un petit peu brillant comme une luciole. Alors, je La fée vois tout de clochette. suite la fée clochette, Clochette. mais de base, effectivement, quand on a le terme de fée, j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose qui brille, qui scintille, quelque chose de magique, Ouais. et une personne relativement petite, oui. Et toi, Nico, tu vois quoi dans la fée? Bah, à peu près tout pareil, ouais, un petit être féminin avec des sortes d'ailes de libellule, Ouais. ouais, un truc comme ça. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on imagine la fée dans l'imaginaire un peu collectif. Et en fait, pour être franc avec vous, je savais pas trop quoi mettre en extrait de présentation parce que bah, des fées, il y en a plein, il y en a trop. Au début, je voulais vous mettre un extrait de Hellboy. Je sais pas si vous avez vu Hellboy 2, les Légions d'Or maudites, où dedans il y a la fée des dents qui est présente. Ok. Et en fait, en écoutant l'extrait en VF, ils sont traduits par la petite souris, ce qui est normal. Mais du coup, ça avait plus aucun sens avec la chronique. Et je trouve C'est ça clair. intéressant de le mettre aussi. Ou sinon, enfin, il y en a aussi dans les Disney, etc. Bref, il y a plein de représentations des fées. Et au final, je me suis dit, bah, autant mettre la représentation de la fée à la française, en fait. À savoir, ou plutôt à la bretonne. À savoir, bah, la fée qui est plutôt issue d'un autre monde. Pas spécialement petite, pas spécialement avec des ailes. La fée Morgane, le pendant un peu, entre guillemets, enchanté de la fée. Et on va y venir au cours de cette petite chronique. Bref, je me racle la gorge et je suis à vous tout de suite. Comme pour toutes les chroniques précédentes, je vous propose de commencer par un peu d'étymologie. Le mot fée viendrait du latin fata, qui désignerait en réalité l'une des parques. Vous savez, ces trois déesses des enfers qui filent votre vie et la coupent quand c'est l'heure pour vous d'y passer. On retrouve ainsi cette racine latine au mot fée que les Romains et Gallo-Romains auraient emporté un petit peu partout avec eux. D'après Alfred Maury, un archéologue et historien français du XIXe siècle, fata aurait donné en latin l'adjectif fatatus, puis transformé en fae en ancien français et enfin en fée de nos jours. En cela, il reprend les écrits d'Antoine Furetière, un homme d'église et poète français du XVIIe siècle, pour qui les mots fées étaient en réalité utilisés pour qualifier tout lieu, objet ou être surnaturel. L'adjectif prenant alors le sens d'enchanté, c'est-à-dire touché par une magie. Avec le temps, les fae ont donc fini par devenir des créatures à part. Seulement dans les pays latins. Et oui, seulement dans les pays latins. Parce qu'en fait, dans cette chronique, nous allons avoir un gros problème. Parce que chez nos amis les anglo-saxons, le terme fairy désigne tout simplement les créatures issues du petit peuple elles-mêmes. C'est pour ça qu'il y a plein de fées différentes chez les Anglais, les fées des dents, les fées de machin, les fées de mouches, les fées de clochettes, tous ces machins-là. Même d'ailleurs, les hobgoblins, les léprechaunes, tout ce genre de choses sont considérés comme des fées chez les anglo-saxons. Alors que pour nous, un hobgoblin, c'est un truc dégueulasse avec une hache. Voilà, c'est plus proche d'un clairement pas gobelin, une fée, c'est plus proche d'un gobelin. D'ailleurs, je vous renvoie à ma chronique sur les gobelins, j'en profite pour faire un petit peu de pub. D'ailleurs, au cours des chroniques, vous vous en êtes sûrement aperçu, mais il était très rare d'avoir des origines latines pour les créatures que nous avons étudiées. Le plus souvent, c'était des créatures issues des folklores celtes, germains et scandinaves. Là, c'est l'inverse, c'est des créatures qui semblent être issues du folklore latin. Je fais encore un petit aparté. Dans la culture populaire anglo-saxonne, l'équivalent des fées, petites avec les petites ailes, etc. Imaginez-nous, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous en France, des fées, ça s'appelle plutôt des pixies. C'est des jeunes femmes effectivement ailées, généralement de petite taille, et qui rappellent en fait très fortement les elfes version scandinave, germain, etc., en fait. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait c'est un vrai bordel, les fées. C'est vraiment immonde. C'est pas pour rien que je les ai fait en dernier. C'est que c'est beaucoup trop compliqué. C'est vraiment une horreur en travail de recherche. Donc voilà. Un dernier petit aparté avant de passer à la suite. En France, le mot fée a donné pas mal d'expressions. Vous pouvez en trouver plein sur internet, mais je vous donne quelques-unes des plus populaires. Avoir des doigts de fée, c'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui est assez précis, quoi. Ouais, doué de ses mains. Exactement. Vivre un conte de fées. C'est vraiment vivre une histoire où il n'y a que des choses positives, finalement. Exactement. Un travail de fée.
C'est un travail qui doit être très minutieux et très long. Exactement, bien joué. Être fada. Là, c'est être fou. C'est fou. Exactement. Et fada, c'est de l'occitan et ça vient de la même racine et en fait c'est fait en occitan fada. Ça, je trouve ça assez ouf. Ok. C'est clair. Est-ce que vous savez ce que c'est que la fée électrique? Ah, c'est Oui. l'électricité. C'est l'électricité, C'est le premier nom, exactement. effectivement, l'électricité. Et la fée verte? C'est La fée l'absinthe. verte. L'absinthe, Oh, bien joué. bien joué. Effectivement. Donc bref, en France, des fées, il y en a partout dans notre vocabulaire. Ça fait vraiment partie du folklore franco-français, Yes. quoi. Voilà, on termine là-dessus, c'est assez ouf. Bon, ok, maintenant on sait plus ou moins d'où vient l'origine étymologique du mot. Qu'est-ce que ça signifie? Mais d'où ça vient réellement la fée en tant que telle? La théorie la plus reconnue par les folkloristes et autres historiens voit dans les fées la survivance des divinités et esprits des croyances païennes gréco-romaines et celtiques, dont la fonction s'est retrouvée modifiée avec la venue du christianisme, encore une fois, bien évidemment, diabolisant ou rationalisant ces êtres. Les fées ont alors vu leur pouvoir et leur fonction diminuer ou changer et sont passés de la religion à un folklore populaire, puis carrément à simplement de la littérature. Une preuve réside dans le fait que bon nombre d'êtres fabuleux décrits comme des divinités dans les légendes anciennes et mythologiques sont désormais dépeints comme des fées, en particulier dans pas mal d'écrits récents. Bref, c'est la dernière chronique. Si vous avez écouté les autres, vous connaissez la chanson, hein. C'est plus ou moins toujours la même chose. On a, boum, des divinités, hop, on les transforme en créatures du folklore quand les religieux arrivent, puis au bout d'un moment, au 19e siècle, ce folklore est repris par les écrivains qui le mettent dans la littérature, hein. C'est la même chose qu'avec les autres. Bref, dès le 6e siècle, l'évêque Martin de Braga dit que les esprits des arbres et des eaux sont des démons chassés du ciel. Plusieurs siècles plus tard, Alfred Maury, dont je vous ai parlé tout à l'heure, explique qu'à son époque, les auteurs faisaient descendre les fées des nymphes, des parcs, des druidesses. Vraiment, on est en plein dans la mythologie gréco-latine. Walter Scott, le poète écossais du XVIIIe siècle, écrit dans son Histoire de la démonologie et de la sorcellerie, qui est un titre qui est vachement stylé, je trouve. C'est clair. Il écrit la chose suivante. Ces sylvains, ces satyres et ces faunes dont la superstition peuplait les rives touffues et les bois élevés de cette contrée romantique furent obligés de faire place à des déités dont le caractère ressemblait beaucoup au leur et qui probablement tiennent quelques-uns de leurs attributs de leurs prédécesseurs classiques. Nous voulons parler des fées. Pour Walter Scott, c'est clair, les créatures de la mythologie gréco-romaine sont donc les ancêtres des fées. De plus, la confusion entre fées et déesses est fréquente depuis le Moyen-Âge. En effet, les fées des récits médiévaux ressemblent fortement aux déesses antiques telles que Vénus, Diane, etc. et partagent bon nombre de leurs attributs, notamment surtout le lien avec la nature. Une donnée qui peut s'appliquer aussi aux nymphes et aux dryades. Et là, quand je parle des fées médiévaux sont plutôt les fées comme Morgane, Diane, plutôt des femmes en fait grandes, absolument pas des créatures ailées. Cette idée va continuer tranquillement son chemin pour arriver jusque de nos jours, notamment à travers non pas les récits médiévaux en tant que tels, mais comme je vous l'ai dit, à travers la représentation de ces derniers dans l'art au XIXe siècle. Voici un petit peu pour les origines latines, mais souvenez-vous, les nations celtiques n'ont pas la même vision. Une vision peut-être déformés du fait de leur éloignement avec les peuples latins et d'une sorte de melting pot de culture avec les Scandinaves et les Saxons. Il y a chez les Celtes l'idée d'un peuple de petite taille, peu à peu chassé par les hommes et condamné à vivre dans la clandestinité. Ils en seraient venus à être considérés comme une autre race, des fées, voire des esprits. Ils sont réputés vivre sous terre, cachés dans les collines, notamment dans les tumuli, ou encore de l'autre côté de la mer, à l'ouest. C'est ce que l'on appelle le pays des elfes. Donc là, à travers ça, on voit très clairement qu'effectivement, les fées chez les anglo-saxons, c'est le petit peuple de manière générale. Voilà, c'est des créatures qui vivent sous terre, loin des humains. D'ailleurs, selon le folklore populaire, et ça va être très intéressant parce que ça va vous rappeler un petit peu Game of Thrones, je pense, les pointes de flèches en silex du Paléolithique auraient été en réalité l'œuvre du petit peuple. C'est vrai. Les fées auraient donc commencé à quitter notre monde suite à l'apparition et surtout à l'usage du fer, notamment parce que ce dernier donnait aux hommes un avantage considérable. Plus la technologie de l'homme avance, plus la magie des fées est inutile, les précipitant ainsi peu à peu dans leur déclin.
Personnellement, j'aime beaucoup cette idée, même si elle est un peu triste, mais elle symbolise bien la façon dont l'être humain a su prendre le contrôle sur la nature jusqu'à nous faire oublier qu'elle existe. C'est trop classe. C'est une théorie qui est pas mal utilisée de nos jours dans certaines œuvres, comme dans Hellboy, Le Labyrinthe de Pan, ou Carnival Row par exemple, si vous avez vu ce genre d'œuvre-là, que j'aime beaucoup parce que là c'est un sujet qui est très actuel en fait au final, essayer de se reconnecter avec la nature, avec aussi le néopaganisme, on en parlera peut-être un petit peu à la fin aussi si on a le temps. Selon la conception française et germanique des fées, elles sont des êtres féminins, comme vous l'avez dit tous les deux, dotés de pouvoirs surnaturels influents sur la destinée humaine. Dans la littérature médiévale française, les fées sont des femmes parfaites, qui ne représentent aucun attribut physique différent des humains. Celles du XIIe siècle apparaissent grandes, blondes, d'une beauté sans égale. Elles sont distinguées davantage par leurs habitudes et occupations que par leur physique. Donc là, on est vraiment, on dirait des nymphes et des dryades. L'elficologue Pierre Dubois, encore lui, parce que oui, on est obligé de citer Pierre Dubois à chaque chronique sur le Petit Peuple, a écrit dans sa grande encyclopédie des fées parue en 1996 la chose suivante. Il les présente comme des marraines, des divineresses, des enchantresses, représentant les forces de la nature bien distinctes des elfes et des lutins qui, pour lui, sont des esprits masculins et du coup, de fait, beaucoup plus farceurs. Il les distingue aussi de ce qu'il appelle les fées du foyer, qui sont celles qui vivent dans les demeures humaines qu'elles protègent, mais où elles peuvent également aussi terroriser les habitants ou mettre le désordre. Il cite notamment comme exemple les Gianes et les Martes, qui sont des espèces de fées. Il distingue ensuite d'autres fées venues d'autres mondes, souvent nocturnes, comme les Dames Blanches ou les Banshees ou les Lavandières de la nuit. Des espèces de spectres qu'on peut avoir de nos jours qui se baladent la nuit pour terroriser les gens ou leur dire des trucs dehors. Bah, ça n'existe pas vraiment normalement, parce que je vais l'air terrifié de Raphaël. Ça serait aussi, selon Pierre Dubois, des fées. Mais puis ensuite... Oui. T'as dit qu'on pouvait les voir de nos jours, donc c'est pour ça que ça fait peur. Oui, c'est vrai, effectivement. Non, je veux dire, dans le sens, c'est pas voir de nos jours, mais ça a beaucoup de succès finalement, les Dames Blanches, les Banshees, là de nos jours. Et en fait, à l'origine, c'est aussi plus ou moins des fées, mais des fées de la nuit. Il y a ensuite les fées des eaux, de la végétation aérienne liée aux rêves, et là-dedans, on peut citer Morgane et Viviane. Il va les décrire de la manière suivante, et là, je vais le citer parce que c'est assez intéressant. Dans son texte, donc la grande encyclopédie des fées, j'arrive pas à parler, putain, il dit la chose suivante. Entre le bien et le mal, l'archange et le démon, la légende découvre un être. Cet être, c'est la fée. Entre l'Éden et les enfers, la légende rêve d'un monde. Ce monde est peuplé par les fées. Entre la lumière et les ténèbres, la légende crée un crépuscule. Ce crépuscule devient la féerie. Eh ouais. Badass, le Pierre Dubois. Il sait manier les mots avec simplicité. J'avoue. Les habitudes des fées sont connues depuis les premiers écrits du Moyen-Âge, en passant par la matière de Bretagne, les contes de fées, le folklore plus récent. Ainsi, la rencontre fortuite avec une fée ne se révèle pas toujours bénéfique. L'un de leurs passe-temps favoris, c'est de jouer des tours inoffensifs, par exemple en entremêlant les cheveux des dormeurs, ce qu'on appelle les nœuds de fées. Donc par exemple, si tu te réveilles le matin avec des nœuds dans tes cheveux, Raph, c'est parce que les fées sont venues tricoter dedans pendant la nuit. J'en ai beaucoup trop alors chez moi. Voilà, t'as pas mal de fées chez toi. Des comportements pas mal dangereux leur sont attribués, notamment l'enlèvement par des fées pourrait provoquer une forme de mort subite du nourrisson, donc c'est pas génial. Les fées sont également réputées de forcer les jeunes hommes et les jeunes femmes à danser toute la nuit jusqu'à qu'ils dépérissent par manque de repos. Classique, j'ai envie de dire. Ils font tous un peu ça dans le... Ouais, ils kiffent. Kiffent nous faire danser jusqu'à ce qu'on crève. Voilà. Bon, bref, on a pas mal parlé de la fée. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de quelqu'un d'autre. J'aimerais vous parler de la chrétienté. Parce qu'il existe en fait un véritable paradoxe entre la religion chrétienne, plus précisément le catholicisme, et les fées. Il est de notoriété publique que les religions dites païennes, et même encore maintenant néo-païennes, acceptent plus facilement l'existence des fées. Pourtant, les fées existent malgré tout au sein même de la mythologie chrétienne du Moyen-Âge. Il suffit de lire les écrits sur le roi Arthur, la quête du Graal. Il y a dedans des magiciens et des fées, c'est clairement pas catholique tout ça. Alors certes, ce sont des récits celtiques à la base, mais malgré la christianisation, les fées, druides, demi-démons, tout ça, sont présents à travers des personnages de Merlin, de Morgane et de Viviane. Alors même si les trois ne sont pas très catholiques, waouh, on aime les jeux de mots ici comme toujours, bon, même s'ils sont pas forcément toujours sympas, ces personnages ne sont pas foncièrement mauvais non plus.
Mais du coup, ça pose problème. Normalement, il y a les gentils et les méchants dans la mythologie chrétienne. Comment on fait pour avoir un truc qui est au milieu? Et bah du coup, on fait comme toujours, on statufie dessus. En fait, les théologiens de l'église du Haut Moyen-Âge assimilent les dames des lacs, des forêts à des démons. Au moins, c'est clair et net, ils sont méchants. Sauf que ça va changer au milieu du Moyen-Âge. Les autorités chrétiennes des 12e, 13e siècles se montrent tolérantes envers ces personnages. Mais il faut théoriser tout ça. Alors, c'est là que ça va commencer à devenir un peu tendu. Selon certains textes apocryphes, dont le fameux livre d'Enoch, lorsqu'une partie des anges se révoltèrent contre Dieu, ce dernier ferma les portes du paradis. Les êtres qui étaient demeurés à ses côtés devinrent les anges, ceux qui avaient suivi Satan devinrent les démons. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'au milieu, il y a les gens indécis. Moi, si j'ai décidé entre le bien et le mal. C'est eux les faits. Donc du coup, ils flirtent un petit peu entre cette barrière-là du bien et du mal. Ni mauvais, ni méchants, ils sont gris. Claude Lecouteux, un médiéviste français actuel, précise que ceux qui rejoignirent l'eau devinrent des ondins, celles qui tombèrent dans les sources devinrent des nymphes, et celles qui tombèrent dans les forêts devinrent des dryades. Du coup, ces créatures n'étant ni bonnes ni mauvaises, un peu comme les humains finalement, alors qui sommes-nous réants pour les blâmer? Ce genre de théorie a donc permis de donner un peu de répit aux créatures féeriques. De fait, je vais pas vraiment avoir de preuves sur ce que je vais avancer, mais je pense que c'est pas pour rien si c'est à cette période un peu plus tolérante de la part de l'Église qu'on a pu avoir justement un essor un petit peu du mythe arthurien, notamment à travers les écrits de chrétiens de Troyes par exemple. Toutefois, les bonnes choses ont une fin. Et plus on avance vers la fin du Moyen-Âge, plus les faits vont être mis à mal. Tout comme d'ailleurs le statut des femmes en général. Coïncidence? Je ne sais pas, peut-être. Bref, les faits sont alors vus de plus en plus comme étant déloyales. Et pire que tout, ce sont des êtres remplis de luxure. Bouh, c'est pas bien. Dans un monde où la chasteté est considérée comme les premières vertus, difficile de garder un bon statut quand on est un petit peu trop lubrique. Le caractère féerique de ces personnages s'estompe et leurs figures littéraires deviennent alors celles de sorcières, d'enchantresses. À la Renaissance, la diabolisation des fées et des femmes est de retour et on sait malheureusement comment ça se termine. Voilà, par des beaux bûchers bien sympathiques. Mais je suis gentil, je vais quand même vous donner un petit exemple. Je peux vous parler du procès des sorcières féeriques de Sicile, qui se sont déroulés entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, et c'est un procès qui implique des fées. C'est assez insolite, c'est pour ça que je me permets un petit aparté là-dedans. Ils ont jugé des faits du coup? Non, ils ont jugé des gens qui fricotaient avec des faits. D'habitude, on juge les gens à propos de leurs faits. D'habitude, on juge les gens parce qu'ils fricotent avec des démons. Donc tu vois, c'est normal de les brûler. Et là, ils fricotent avec des fées. Ou alors ce sont des démons, tu vois. Ou alors ce sont des démons. Mais là, du coup, ça va créer un petit souci. Parce que, en gros, en Sicile, le folklore des fées, il est très présent à cette époque. Et les gens trouvent ça normal de le mixer avec des cultes chrétiens. Ça ne va pas plaire à l'Inquisition qui va donc débarquer pour mettre de l'ordre là-dedans. Chose assez surprenante et qui a surpris aussi l'Inquisition, il y a environ 80 personnes qui ont été accusées de côté avec des faits, dont bien évidemment 65 femmes, et ils ont tous avoué leur faute sans avoir besoin de torture. Ils ont dit ouais, on fait ça, la nuit on va côté avec des faits. Normal. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Et ils se sont justifiés en disant que pour eux, même si les faits n'aiment pas parler de Dieu ni de la Vierge Marie, malgré tout, les pratiques des faits sont pas contraires aux valeurs de la chrétienté. Ils sont pas là pour promulguer le mal. Dans le folklore sicilien, les faits sont des êtres bénéfiques. Donc pourquoi en avoir peur? Le diable n'a jamais été cité par les accusés, déroutant alors totalement l'Inquisition. Si Satan il n'est pas là-dedans, il y a un problème quand même. Donc bien évidemment, l'Église va tenter de faire changer les témoignages des accusés pour leur faire mentionner d'horribles sagas traditionnelles de sorcières impliquant des démons et des diables plutôt que des faits. Ils vont y parvenir bien évidemment, parce que c'est facile dans certains cas. Mais en fait, dans pas mal de cas, ça a été aussi un échec. Les gens ont dit non, mais c'est des faits, c'est pas des démons. Et au bout d'un moment, du coup, l'Inquisition a fini par partir. Donc c'est un des rares cas où l'Inquisition a reculé. Personne n'a été condamné, du coup? Si, t'as quand même des gens qui ont été condamnés, mais pas tout le monde. Ok. C'est-à-dire que les gens à qui ils ont réussi à faire changer leur discours pour dire que c'était des sabbats, ils y sont passés. Mais ceux qui ont maintenu leur discours de base. C'est dingue. C'est dingue. En fait, c'est parce qu'il y avait une telle ferveur populaire, même parmi parmi tout le monde, que si tu te mets à cramer l'entièreté d'un pays sous prétexte de pouvoir des faits plutôt que des démons, au bout d'un moment, c'est pas terrible. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ils vont prendre leur revanche, bien évidemment, parce que dans d'autres endroits où les faits sont moins bien considérés, si par exemple je découvre que Raphaël
la nuit venue de pleine lune, tu vas commercer avec des fées, ou tu vas à des réunions près d'un cromlech pas loin de là où on habite. Je sais, hein, je te vois. Ah, Et mais- que je prends mon téléphone. Bonjour monsieur l'inquisiteur, Raphaël, il va tricoter avec des fées. Et bah là, il rapplique direct et tu finis sur un bûcher cash. C'est juste que là, on était dans un cas où c'est un pays entier qui a cette tradition-là, donc c'est difficile de forcer dedans. Mais rassurez-vous, hein, bien évidemment, partout ailleurs dans le monde, les gens qui étaient accusés de tricoter avec des fées, pour eux, fées et démons, bah, c'est brûlé. Hein, voilà. Effectivement, je fricotais avec des fées, mais pas bien loin. En fait, on était dans ton salon, en fait. Voilà. T'as jamais remarqué que la table elle avait un peu de pied. Révélation. Révélation. Voilà. Une table ronde en plus. Donc, Alors, bon, maintenant qu'on a parlé un peu des faits de l'Inquisition, je vous propose qu'on essaye de voir un petit peu un autre chapitre. Alors, je sais, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est un peu compliqué de faire des transitions, je trouve. J'ai eu du mal. Enfin, j'ai eu du mal. On va parler des fées et des mondes parallèles. Les fées sont étroitement liées au concept de monde parallèle. Elles peuvent habiter de merveilleux palais, le plus souvent situés au fond des eaux, sur une île, telle la mythique Avalon. Dans les récits à leur sujet, ces lieux merveilleux de l'autre monde peuvent être découverts par un homme lors d'un voyage ou d'une quête. Mais les fées peuvent aussi enlever des humains pour les y conduire. Selon le folklore, personne n'est à l'abri d'un enlèvement féerique, et celui-ci peut durer un petit temps, ou alors pour toujours. Et ça peut se révéler dangereux, pas pour le kidnapper. Les histoires divergent quant au sort des captifs. Certains vont y mener une vie joyeuse et d'autres, à l'inverse, seront tourmentés pour toujours. On retrouve ainsi encore une fois cette espèce de dualité entre le bien et le mal. Je fais un petit aparté aussi à ce niveau-là. L'histoire du monde parallèle et des fées, c'est un truc qui est repris à de nombreuses reprises dans la culture populaire encore de nos jours. Hein. Peter Pan déjà, effectivement. Plus récemment, je l'ai cité au début de la chronique, Carnival Row, qui est une série que je vous conseille si vous aimez le steampunk et la féerie, où en gros les humains débarquent dans le monde des fées armés de leurs flingues, de leurs dirigeables et de leur monde technologique, et bien évidemment ils vont prendre le contrôle de tout ça parce que technologie est supérieure à magie, comme on l'a vu aussi au début. Donc, Et oui, avec Pizarro. Exactement. One Piece aussi. Voilà, donc t'as plein de... Pardon One Piece aussi, très One Piece aussi, tout ce qui est autour du roi Arthur, bien évidemment aussi, traite de ça, donc c'est quelque chose qui est vraiment bien gardé. J'ai d'autres exemples qui me viennent en tête, mais je ne vais pas tout citer non plus. Tout ça pour revenir à quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'un des aspects les plus dangereux du séjour en contrée féerique réside dans le fait que le temps s'y écoule différemment. On peut parfois avoir l'impression d'y passer quelques jours, alors qu'à l'extérieur, près de plusieurs siècles se sont écoulés. Sauf que le problème, c'est que, mettons Raphaël, encore une fois, je vais prendre pour un exemple, je suis désolé, c'est parce que t'es à côté. Tu te fais enlever par des fous. Ouais. Tu trouves ça cool au début. Tout va bien, voilà, c'est que ça dure quelques heures. Et au bout d'un moment, tu décides de revenir dans le monde des humains. Tu parviens à y revenir. Sauf qu'en réalité, c'est pas 3 heures qui sont écoulées, c'est 3 siècles. Ah. Et oui. Et le souci, c'est que la magie des fées, elle est inopérante dans notre monde. Donc à partir du moment où tu reviens dans notre monde, le temps te rattrape. Voilà. Donc tu meurs. Ah ouais. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est ça qui est horrible, c'est que tu te fais kidnapper par des fées. En fait, t'as presque mieux à faire de rester sur place pour être sûr de pas mourir quand tu vas rentrer chez toi. Mais Surtout, tu dois passer ta meilleure vie en plus. Apparemment, pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui, au bout d'un moment, si par exemple t'as une femme ou des enfants, t'as peut-être envie d'aller les revoir. Quoi. Donc voilà, c'est ce qui arrive. J'ai un exemple dans la mythologie celtique à Wassin, qui est un barde de la mythologie celtique, qui finit par tomber en cendres à son retour dans le monde des humains. Voilà. Donc le plus simple, c'est peut-être de ne pas chercher à revenir, comme je disais, ou encore le plus simple, c'est de ne pas se faire enlever. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous? Peut-être pas, parce que c'est maintenant venu de vous parler de comment se protéger contre les fées. Si jamais vous envoyez. Bien. Eh oui, c'est un vrai tuto que je vous fais. Yes. Alors, il existe plusieurs façons de se protéger contre les fées. Déjà, la base, c'est de ne pas fréquenter les mêmes lieux que les fées. Donc tout ce qui est dolmen, vous oubliez. Tout ce qui est cercle de fées, vous oubliez. Arbre à fées, vous oubliez. Grotte des fées, vous oubliez aussi. Déjà, quand il y a fées dans le lieu, vous n'y allez pas. C'est Covid, on peut déjà pas aller au bar, au resto, tu nous dis de pas fréquenter les dolmens et les cromlechs. Bah ouais, mais bon, après, vous risquez de vous faire capturer. Bon, vous avez envie d'y aller quand même, vous avez vraiment envie d'aller visiter le dolmen d'à côté, ou encore mieux, vous êtes en tourisme en Écosse, c'est quand même dommage de pas profiter un peu, surtout après le Covid. Nous l'avons vu au tout début, les fées n'aiment pas le faire. Prenez-en avec vous. Si vous avez vu Hellboy 2, vous pouvez aussi prendre un bon gros semi-automatique, ça marche aussi, les fées n'aiment pas le plomb. Il faut juste faire attention à ce qu'elles ne soient pas trop nombreuses, sinon vous risquez un sort pire que la mort.
Le mieux avec les fées, c'est peut-être d'éviter la violence. Si vous amenez du fer ou du fer ou du plomb, elles vont y voir un acte d'agression directement. Alors que vous pouvez tout simplement utiliser les tocs des fées. Parce que oui, les fées ont des tocs. Elles sont gênées par les personnes qui portent leurs vêtements à l'envers. Ah, Mettez un t-shirt à l'envers. Le ridicule ne tue pas, contrairement aux fées. Sinon, vous pouvez aussi vous balader avec des cloches, si possible, provenant d'églises. Elles n'aiment pas trop ça. Voilà. Sinon, le sel marche aussi. Tu peux jeter du sel sur les fées, c'est moins agressif que le fer. Peut-être le plus simple. Peut-être le plus simple. Dernier petit conseil, si vous voyez une fée et que vous n'avez pas tout votre matos avec vous, vous n'avez peut-être pas envie de l'agresser, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de détourner le regard et de faire comme si de rien n'était en partant tranquillement dans la direction opposée. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comme avec les chiens ou avec n'importe quel animal ou n'importe qui, quel humain psychopathe, c'est de ne pas paniquer et d'essayer de garder son sang-froid. C'est le petit conseil que j'aurais à vous donner. Mais bon, les fées, ça n'existe pas, pas vrai, Raph? donc si on croise des fées, il faut du coup faire du fer pour que c'est un effet de fait sur les fées. Essayer de faire des jeux de mots avec fées, c'est ça? Non. Ouais. Mon Dieu. Bon, il est temps venu de notre petite conclusion. Au début du 21e siècle, la croyance en l'existence physique ou spirituelle des fées perdure. Il est admis qu'elles ne sont pas une affaire de folklore ou de contes. Dans les pays scandinaves, elle est très fortement ancrée, surtout en Islande. Si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, je vous renvoie une nouvelle fois à la très complète chronique de Jules sur le peuple caché. Elle est très intéressante et elle dure seulement 45 minutes. Dans la culture moderne... Soit moins que les Pokémon, qui sont aussi des Ou Dans la Avatar. culture moderne... Allez, enchaîne. Dans la culture moderne, une preuve de la pérennité des croyances féeriques, ou une résurgence plutôt, réside, comme je le disais au tout début de cette chronique, dans les cultes néo-paganistes ou néo-druidiques. Il y a même une branche de la Wicca qui est nommée la Fairy Wicca et qui apporte une importance primordiale aux fées, aux gnomes, aux esprits de la nature et aux petits peuples de manière générale. Et ils entretiennent donc des relations étroites avec nature et magie qu'ils peuvent utiliser. Bref, même si cette série de chroniques sur le petit peuple est terminée, eux n'en ont pas fini avec nous. Ils vivent toujours, comme nous l'avons vu, au fil de nos récits et de nos croyances, évoluant parmi nous comme un lointain souvenir de ce que fut autrefois la nature et de ce qu'elle sera à nouveau, peut-être, un jour. The end. C'est beau. Merci. C'était féerique. C'est clair, tu conclus bien la série. Ouais, j'essaye. Les faits, c'est vraiment le bordel le plus ultime parce qu'en fait, c'est un autre. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un mot valise, tu vois, genre fait que tu peux poser sur. Complètement ça, ouais. Et encore, t'as pas parlé des faits spéciales. Putain. Bref, voilà. On aime toujours autant l'humour dans cette émission, c'est incroyable. J'aime bien parce qu'en fait, nos trois chroniques n'ont strictement en fait rien en commun. C'est-à-dire que d'ailleurs, moi, je me base sur les sources, tu vois. Alors, toutes les faits et tout, ça n'a rien à voir. Et déjà, les mochés de Nico, ils n'avaient pas l'écriture, donc ils n'ont pas pu me laisser des phrases superbes, tu vois. Il faut y voir ça rien à plutôt voir. comme une sorte de continuité. C'est d'un côté, tu as de l'archéologie pure, de l'autre, tu as de l'histoire pure, et de l'autre, tu as de la légende. Tu vois, c'est vrai. C'est finalement les trois aspects de ce que font le récit de l'humanité. Et j'ai des yeux illuminés en disant ça. Voilà. Donc au final, tout se tient. Tout se tient. Voilà. Bah écoutez, merci. Si vous n'avez pas de questions, pas de suggestions, on peut s'arrêter là si vous en avez envie. Je suis désolé, c'était peut-être un petit peu long. C'était riche d'informations. Ouais, je me suis peut-être un peu perdu à certains moments, j'en suis navré. C'était complet. On a un bon aperçu du sujet. Exactement. Et du coup, je m'adresse aux auditeurs, si jamais vous avez envie d'avoir un truc sur une créature que j'aurais zappé, oublié. Farfadet, c'est dans les lutins. Ouais, c'est dans les lutins. Ouais, en fait, j'ai fait une chronique un peu fourre-tout aussi avec les lutins où j'ai mis un peu tout le monde dedans parce que les lutins, c'est l'équivalent des fées, mais en version masculine. En vrai, tu sais ce que tu pourrais faire, c'est des folklores très locaux et voir. Ça serait rigolo de prendre par région. C'est intéressant. C'est clair. Après, si t'as pas envie. Ça pourrait être intéressant. Je verrai parce que j'ai d'autres projets de chroniques, notamment peut-être musicales, à faire. Mais pourquoi pas. On verra dans le futur. Bah écoutez, messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir en ma compagnie
dans cette émission de Tout et de Rien. Vraiment un vrai plaisir. Merci à vous deux pour votre participation. Et des plaisirs tout bonnement partagés. Eh ben, c'est merci à vous. incroyable. Merci également à vous, chers auditeurs qui êtes chez vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi. Nous, on est prêts à recevoir toutes les critiques. Enfin, j'espère avoir les conditions mentales pour le faire. Je croise les doigts. J'espère que vous allez bien où que vous soyez dans le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine parce qu'il y aura un épisode la semaine prochaine. Et oui, comme toutes les semaines, tous les lundis, n'hésitez pas à aller checker également les autres émissions parce qu'il y en a d'autres maintenant. Il y a aussi les émissions de jeux de rôle, les émissions de coups critiques. Bref, je fais de la pub, mais on s'en fout un petit peu. Sur ce, bonne soirée à vous tous et à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, si l'enregistrement est lancé, on va pouvoir donc commenter Marc qui va aux toilettes. Donc, du coup, là, Marc est monté, puisque du coup, il habite une maison à 2 étages. Et puis, après des pas quelque peu lourds dans son escalier, il a franchi la porte qui le mène aux toilettes. Alors, à présent, le petit bruit que vous entendez, c'est simplement la braguette qui descend. À partir de là, ça va être peut-être un petit peu intime. On va commencer peut-être à continuer de parler parce qu'on est quand même journaliste reporter. On est censé couvrir ce genre d'événement, même si c'est vrai, là, on n'entend pas beaucoup de bruit. Peut-être qu'il attend un peu, peut-être que ça ne vient pas tout de suite. En même temps, c'est vrai que c'est l'âge et donc on s'aperçoit que la trentaine nous guette et que forcément, il faut attendre un petit peu avant que tout se déclenche. On n'est pas sûr de nous et en même temps, on se sent un peu con dans ces moments-là parce qu'on aimerait bien être ailleurs. Non, parce que c'est vrai que là, finalement, le besoin de faire ses besoins, ça se ressent comme une fatalité. Hein. On aimerait ne pas avoir à le faire tous les jours, mais on est obligé de le faire. Ah, j'entends la chasse d'eau. Oui. On a terminé. On va pouvoir se laver les mains rapidement et puis ensuite commencer l'enregistrement. Je pense que c'est imminent maintenant. Très, très, très certainement. Marc va descendre les escaliers et puis nous allons pouvoir commencer notre enregistrement. Voilà. Et bah, dis donc, c'était long. Oulala, je suis fort. Autocritique.